Docteur Elias Sahamouk, bonjour. Bonjour madame. Alors le service civil, des réaménagements en perspective qui pourraient mettre fin à l'exode massif de nos médecins vers l'étranger, c'est impératif aujourd'hui de prendre ce type de décision. Docteur Sahamouk. C'est à la fois indispensable et surtout urgent, surtout avec les mesures que prennent d'autres pays qui donnent des mesures très incitatives pour nos médecins pour s'installer. Et ils veulent combler leurs déserts médicaux en accentuant les nôtres. Donc c'est urgent et c'est indispensable de le faire tout de suite pour, comme j'ai dit, améliorer la prise en charge de nos malades, surtout à l'intérieur du pays et au niveau du Sud. Alors quand vous parlez des autres pays, à l'instar de la France qui vient de publier un décret pour bien sûr inciter les médecins à venir dans leur pays, ça a été le 19 avril dernier, il y a quelques jours, c'est important de réagir impérativement pour éviter bien sûr cette saignée des médecins. Docteur Elias Sahamouk. Oui, parce qu'on en a parlé il y a 2 ans avec un départ de 1200 médecins algériens. Là, la France a publié le décret pour ouvrir 2737 postes. Donc, ils ont encore augmenté le quota pour les médecins étrangers. Et vu le niveau de nos médecins, alhamdoulilah, c'est une qualité de prendre pratiquement plus de la moitié de ces postes. Donc, il n'y a pas que la France, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite. Mais la France vient d'augmenter le quota pour les médecins étrangers. Ça va se répercuter immédiatement sur nos médecins. Voilà, Et il vise essentiellement les spécialistes dans certains métiers. Ah bah, beaucoup de médecins généralistes parce qu'en France c'est une spécialité à part, de la gérontologie aussi parce que c'est très important en France, mais beaucoup de médecins spécialistes. Je donne un exemple. Il y a 2 ans, il y avait à peu près 30 postes de gynécologie obstétrique. Cette année, c'est 150 postes de médecins gynécologues. Alors, réaménagement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, puisque c'est une question qui est d'actualité au niveau du ministère de la Santé, où on parle aujourd'hui de certaines mesures incitatives en direction, bien sûr, des médecins spécialistes et des médecins généralistes pour un peu les répartir équitablement à travers tout le territoire national. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, docteur Ramon? Vous êtes au niveau du sud, vous êtes à Tamanrasset, l'extrême sud du pays. C'est difficile d'aller dans ces localités, de travailler dans ces localités sans des mesures incitatives. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre les régions. On ne peut pas mettre toutes les régions dans le même sac. Mais déjà, il faut appliquer la loi. C'est-à-dire un médecin spécialiste qui s'installe à l'intérieur du pays ou au sud, il faut lui garantir un logement digne. Et là, c'est le rôle des pouvoirs publics au niveau local, c'est-à-dire les walis en premier, d'assurer ce droit. Deuxièmement, il y a une chose qu'on néglige, c'est l'équipement de ces logements. Parfois, ils sont équipés avec un équipement qui date de 30 ans, de 40 ans, qui n'a pas été changé. Et je rappelle que l'hôpital n'a pas le budget nécessaire dans la loi pour rééquiper ce genre de logement. Troisièmement, il s'agit des conditions de travail. Les médecins, nos médecins spécialistes, surtout dans certaines spécialités techniques, qui ont besoin d'un équipement récent, d'un équipement technique assez évolué pour évoluer aussi à leur tour. Et puis sans oublier le côté socio-économique. Il ne faut pas oublier que, je rappelle par exemple à Tamanrasset, où les médecins ne bénéficient d'aucune réduction sur les billets d'avion, alors que des milliers de fonctionnaires en bénéficient. Et je trouve ça aberrant et ça n'encourage pas les gens déjà d'aller travailler dans le sud et surtout d'y rester ou de s'y installer au moins quelques années. Alors vous dites qu'il faut agir et agir rapidement pour mettre fin bien sûr à cet exode massif de nos médecins vers l'étranger. Il y a la France avec la publication du dernier décret, avec l'augmentation en plus de quotas des médecins qu'elle souhaite recruter dans son pays. Bien sûr, c'est les pays du Maghreb qui sont visés en premier et notamment l'Algérie. Il y a aussi l'Allemagne, il y a d'autres pays du Moyen-Orient. Vous avez cité bien sûr le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, il y a également le Canada. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et rapidement aujourd'hui, docteur Elias Sahamouk? Puisqu'il y a une réflexion qui est engagée au niveau du ministère de la Santé. Et ce n'est pas la première qu'on parle du service civil. C'est vrai qu'il y a quand même une amélioration par rapport aux dernières années en ce qui concerne les moyens de travail. Mais ça concerne surtout les grands hôpitaux et les grandes villes. À l'intérieur du pays, il y a une carence au niveau des moyens techniques. Je vous donne un exemple, il y a des radiologues qui ne peuvent pas travailler dans certaines villes parce qu'il n'y a pas d'IRM. Et un radiologue qui travaille sans IRM pendant plusieurs années, il va perdre son acquis, il va perdre sa formation. Ça, c'est en premier. Donc les conditions de travail, c'est très important, que ce soit sur le plan matériel ou même sur le plan de confort du médecin. Je parle de chambre de garde, je parle de transport,
Je parle de logement, je parle d'équipement de logement. Et le statut socio-économique, et je pense que c'est le rôle des syndicats de faire un peu plus d'efforts, surtout par rapport au sud du pays. Moi, je vous dis que le billet Alger-Tamanrasset, il coûte 25 000 dinars. Donc, je vous laisse imaginer un médecin avec sa famille, il va laisser une paye juste pour le transport. Pourquoi pas avoir une réduction pour les médecins spécialistes? Moi, je vous donne un exemple. À Tamanrasset, la wilaya, il n'y a que 70 médecins spécialistes. Est-ce qu'on ne peut pas les prendre en charge, au moins pour avoir une réduction? Ça va encourager un peu plus. C'est malheureusement dramatique parce que ça va toucher les prochaines générations. Moi, je vois des étudiants en médecine de 4e, 5e année qui commencent déjà à apprendre l'allemand pour s'installer en Allemagne. Et ça, c'est vraiment malheureux. Donc, il faudrait agir tout de suite, pas pour arrêter l'exode, mais surtout pour limiter l'hémorragie. Alors, limiter l'hémorragie, à ce rythme-là, est-ce qu'on risque d'avoir dans quelques années des difficultés à soigner des Algériens avec des médecins algériens? Docteur Elias Sahamouk, est-ce qu'il faut dire les vérités et dire les choses comme elles se présentent aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui ont parlé de ce problème-là, que ce soit le Conseil de l'ordre ou les syndicats. Moi aussi, je voulais aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice, mais c'est vrai qu'il faut penser dans les prochaines années, surtout dans les petites villes. Dans les grandes villes, il n'y a pas de problème. Il y a des CHU, il y a des centres publics, il y a des centres privés qui jouent aussi leur rôle dans la prise en charge du patient. Mais il faut penser à l'intérieur du pays, au sud, à l'extrême sud. Il y a des spécialités. Par exemple, à Tamanrasset, on n'a pas de cardiologue depuis 3 ans. Et ça, c'est problématique. Et malheureusement, avec toutes les tentations qui existent à l'étranger, ça risque de s'empirer, malheureusement. Oui. Alors, agir rapidement, mettre en place des dispositions. On a vu qu'aujourd'hui, le service civil, tel qu'il est envisagé, ou l'installation carrément des médecins au niveau du sud du pays, à l'extrême sud du pays, puisque nous avons une bande frontalière extrêmement importante et large, avec bien sûr la naissance de nouvelles wilayas frontalières. Est-ce qu'il faudrait envisager d'autres dispositions pour réaménager le service civil et l'installation de façon effective de nos médecins à travers tout le territoire national? Docteur Hamouk. Exactement. Avec des spécialistes, bien sûr. Bien sûr, j'ai déjà parlé chez vous des problèmes des maladies tropicales, des dangers qui viennent du Sahel, de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, Tamanrasset, qui a des médecins spécialistes, n'est plus une vraie wilaya frontalière. Maintenant, les wilayas frontalières sont Ingzem, c'est Borj Badji Mortar. Timiaouen, Tinzawati. Mais la wilaya, c'est Ingzem et Borj Badji Mortar, et qui n'ont pas, ils sont pas au niveau en matière d'infrastructure et surtout en matière de médecins spécialistes. Par exemple, les deux wilayas, ils ont des médecins généralistes qui malheureusement font... Un médecin généraliste fait la fonction de gynécologue, de cardiologue, de pédiatre, d'interniste, de diabétologue. Et ça, il faudrait l'enrichir dans le plus bref de délai en matière d'infrastructure, en matière de médecins spécialistes. Mais un médecin spécialiste qui s'installe à Borj Badji Mortar, à Timiaouen ou à Ingzem, il faudrait, lui donner tous les moyens de travailler, mais aussi, il faut l'inciter sur le plan socio-économique qui est très, très important. Il faut impérativement mettre en place les infrastructures adéquates pour assurer une qualité des soins des Algériens là où ils se trouvent, docteur Elias Hamouk, notamment au niveau de ces régions frontalières, puisque vous avez parlé un peu de la réapparition de certaines maladies contagieuses. En matière d'infrastructure, il faut avouer qu'il y a quand même une avancée par rapport au ministère de la Santé. Il y a un hôpital de 240 lits qui va ouvrir, Inch'Allah, le plus tôt possible à Tamanrasset. 2 hôpitaux de 60 lits, 3 hôpitaux, que ce soit à Ingzem, Tinzawat ou Borj Badji Mortar. Mais moi, je pense que la locomotive, c'est toujours le facteur humain, c'est toujours le médecin, parce que c'est lui qui va améliorer les choses. Malheureusement, on perd des médecins chaque année. Nous, récemment à Tamanrasset, on a perdu un chirurgien thoracique de Tamanrasset qui est parti dans le Golfe et une infectiologue de Ain Saleh qui est partie en France. C'est-à-dire maintenant, l'exode, ça touche même les médecins qui viennent du Sud, qui restent même pas au niveau du Sud, ni en Algérie. Donc c'est vrai qu'en matière d'infrastructure, on avance, alhamdoulilah, mais sur le plan humain, on est en train de perdre des médecins, il faut agir vite. Mais par rapport à cette situation et la réapparition, bien sûr, de certaines maladies contagieuses, vous l'avez déjà signalé par le passé, docteur Elias Hamouk, on met en place aussi certaines dispositions au niveau des autorités. On prend vraiment au sérieux la réapparition de certaines maladies transmissibles aujourd'hui, docteur Hamouk, Oui. qui viendraient des régions limitrophes, puisque c'est des cas importés, puisqu'on met en place aujourd'hui l'hôpital de référence au niveau de Tamanrasset. Exactement. On prend, Ça, c'est important. Les pouvoirs publics prennent vraiment en considération. Ils ont réagi vite. Bien,
très vite. Ça, c'est vraiment positif parce qu'il ne faut pas dire que du négatif, il faut dire du positif aussi. Surtout que l'Algérie est en train de reprendre son rôle au niveau du Sahel et au niveau de l'Afrique subsaharienne. Il y a eu la prise, le centre de maladie tropicale qui a été signé par Monsieur le ministre de la Santé et qui commence à être effective depuis quelques semaines. Alhamdoulilah. Il y a aussi l'Agence nationale de sécurité sanitaire avec qui on a eu une réunion en direct par rapport à la menace du virus Marbourg qui est maintenant à l'Afrique du centre et à l'Afrique de l'Est. Donc en ce qui concerne ce genre de maladies, je pense qu'on est en train de les prendre en sérieux. Et le meilleur exemple, c'est d'avoir la certification de l'élimination du paludisme en 2019 de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Mais quelles sont les maladies qui réémergent aujourd'hui, bien sûr, importées Alors, il y a deux du types. subsaharien? Alors, il y a deux types. Avec le réchauffement climatique, il y a les maladies typiquement tropicales, comme le paludisme, comme les fièvres hémorragiques virales, comme par exemple l'Ebola ou le Marbourg. Il y a tout ce qu'on appelle les arboviroses, les maladies qui sont véhiculées par des moustiques, comme la dengue, la chikungunya, la fièvre jaune. Ça, c'est les maladies tropicales classiques. Avec le réchauffement climatique, ça risque de venir au bord de l'Algérie. Mais il y a aussi des maladies historiques. Avec le relâchement qu'on voit dans les pays du Sahel, ça réémerge, comme la poliomyélite, comme le choléra. C'est des maladies qu'on devait éliminer depuis quelques années, mais ça commence à réémerger, surtout avec l'instabilité politique au Sahel. Mais il y a des cas recensés actuellement au niveau de Tamanrasset et au niveau de ces régions, docteur Akhamour? Des carences? Des cas constatés de contamination? Par rapport à ces maladies-là, non. Mais par rapport au paludisme, qui reste des cas importés, mais ça augmente chaque année. Il y a 10 ans, on avait 150 cas en moyenne. Maintenant, on a 900 à 1000 cas par an. L'année dernière, l'hôpital de Tamanrasset a reçu 868 cas, le seul hôpital des cas de paludisme. Cette année, depuis le mois de janvier, on est à 52 cas, ce qui est quand même beaucoup. Donc avec aussi, on paye aussi le tribut de la bonne prise en charge. Il faut rappeler que en Algérie, on a une prise en charge qui est gratuite et qui est aussi universelle, qui touche les Algériens et les étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent du nord du Mali, du nord du Niger, se faire traiter à Tamanrasset parce que le traitement est gratuit, il y a un service de réanimation et il y a des médecins spécialistes. Il faut renforcer la vaccination au niveau de cette région impérativement, que ce soit pour les habitants, les autochtones, ou que ce soit pour les migrants. Oui, parce que on a des pays où limitrophes où la vaccination est un peu faible. Donc il y a des cas de diphtérie, des cas de rougeole. Et heureusement que la vaccination en Algérie, quand même, elle a un pourcentage très important et très appréciable qui dépasse les 80%, qui assure une protection. Mais il faut toujours faire des campagnes, surtout au niveau des frontières, des campagnes de vaccination additionnelles pour limiter l'introduction de ce genre de maladie. Nos enfants scolarisés sont protégés contre ce genre de maladie infantile, mais en cas de relâchement, comme celui qu'on a vu en 2018, le relâchement contre la vaccination de la rougeole, on l'a payé une année après. Donc il faut respecter la vaccination et surtout faire des campagnes additionnelles de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous entendez par les campagnes additionnelles, docteur Akhamour? campagnes... C'est par rapport aux populations qui sont un peu éparses, qui habitent aux alentours du chef-lieu? Alors il y a des populations... Ou les populations nomades? Nomades déjà, les populations nomades qui sont parfois un peu difficiles à situer, mais il y a aussi, quand il y a une épidémie dans les pays limitrophes, il faudrait renforcer la campagne vaccinale au niveau des frontières. Et lancer l'alerte. Exact. Immédiatement. Immédiatement. Docteur Elias Akhamour, merci d'avoir répondu à nos questions pour cette première partie de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. À tout de suite. Alors, docteur Elias Akhamour, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui sont extrêmement importants puisque nous avons vu l'intérêt que portent les autorités publiques au secteur de la santé, toutes les mesures qui ont été prises, toutes les dispositions envisagées aujourd'hui pour améliorer la qualité des soins en Algérie. C'est une priorité des priorités du président de la République qui a présenté aussi ses vœux aux médecins à travers tout le territoire national à l'occasion, bien sûr, de Eid el-Fitr. Et à chaque occasion, il le réitère, il a même été jusqu'à les qualifier de la pupille de ses yeux, les médecins existants à travers le territoire national. Toutes ces questions que nous avons abordées dans la première partie de l'invité de la rédaction, est-ce qu'elles devraient rentrer dans un cadre global de la réforme sanitaire qu'on doit engager aujourd'hui pour améliorer la qualité des soins dans notre pays? Docteur Elias Akhamour, combler les déficits constatés et les lacunes qui sont aujourd'hui relevées par les professionnels eux-mêmes comme vous, docteur Elias Akhamour. Exactement, ce qu'on a eu il y a une année, les assises nationales sur la santé.
Et ça a été présidé par Monsieur le Président de la République directement. Et il y a eu beaucoup de messages positifs lors de la pandémie Covid. Des encouragements également. Des encouragements tout le temps. Et aussi la prime Covid, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu même changement de loi par rapport aux agressions verbales et physiques pour les travailleurs de la santé. Parce Pour les protéger. faut englober tous les travailleurs de la santé. Mais je suis d'accord, il faudrait avoir une réforme parce que ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu une vraie réforme du système de la santé. Et puis, il faut rappeler qu'avec les problèmes de santé mondiaux, chaque 10-20 ans, il y a des chamboulements, que ce soit des pandémies, que ce soit des modifications au niveau des statistiques. Et donc, il faut toujours s'adapter au contexte sanitaire régional, mais aussi mondial. Donc, il est urgent de faire des réformes complètes, que ce soit sur le plan infrastructurel et surtout, et moi j'insiste surtout sur le plan humain. Alors, sur la question de la ressource humaine, former et former encore mieux au niveau de nos structures universitaires, docteur Ilyes Arhamon, puisqu'il y a une réflexion actuellement pour aller vers une révision de la formation des sciences médicales. Alors, il y a eu un début. Oui, il y a une ébauche de changement de formation, parce qu'il faut s'adapter au contexte, je vous ai dit, au contexte mondial, aux données actuelles, mais il ne faut pas oublier la post-formation. Parce qu'un jeune médecin spécialiste qui travaille, qui devient chef-service automatiquement dans le sud ou à l'intérieur du pays, il a besoin d'une formation continue, d'une post-formation, que ce soit par les professeurs au niveau des CHU, mais il faudrait qu'il soit capable de payer un abonnement à des revues scientifiques, qu'il soit capable de se payer un congrès scientifique à l'étranger. Il ne faut pas qu'on soit dépendant au laboratoire, parce qu'il y a toujours un risque de conflit d'intérêts. C'est pour ça que moi j'insiste sur le statut socio-économique, parce qu'un médecin avec un statut social qui est digne lui permet de bien vivre, de se donner à fond pour ses malades, mais aussi de continuer à se former, à pouvoir se payer des formations à l'étranger, à pouvoir se payer des abonnements. C'est très très cher. Je vous donne un exemple. Un abonnement à une revue scientifique, ça peut aller de 200 à 400 euros par an. Et avec le statut actuel du médecin, c'est très difficile de le faire. Donc il faut insister sur la formation au niveau des sciences médicales, au niveau de la faculté, mais aussi de la post-formation, parce qu'un médecin spécialiste ou un médecin généraliste, il apprendra toute sa vie, il doit avoir une mise à jour continue. Il faut assurer en clair une formation continue pour s'adapter aux nouvelles mutations aussi sanitaires, puisque nous avons vu que le monde entier a été surpris aussi par le Covid-19. C'est le cas, c'est ce que vous voulez dire exactement, docteur Ilyes Arhamon? Exactement, parce qu'il y a des spécialités qui sont très techniques, par exemple la cardiologie, l'ophtalmologie, avec de nouveaux matériels, de nouvelles technologies. Il faut être à jour, mais aussi, même pour les spécialités moins techniques, il y a de nouvelles paramètres, il y a de nouvelles données, il y a de nouveaux médicaments, il y a de nouveaux antibiotiques par exemple. Qu'on ne connaît pas très bien, il faudrait avoir une formation continue. Certes, il faut améliorer la formation universitaire, mais aussi la post-formation, c'est-à-dire une fois médecin spécialiste, il faut faire des formations, il faut faire des stages et il faut s'abonner, ça c'est très important, à des revues pour avoir de l'actualité médicale. Et bien sûr, ça concerne aussi les autres services, comme par exemple le personnel paramédical également. Alors, il faut aussi former en fonction de la prédominance sanitaire, de certaines pandémies ou de certaines maladies, docteur Ilyes Arhamon, puisque pour le sud du pays, il y a certaines spécificités qui sont propres à ces localités, par exemple la réapparition de certaines maladies contagieuses, le paludisme. Certains vous disent aujourd'hui que les médecins ne savent même plus ce qu'est le paludisme. C'est vrai parce que on oublie. Ils ne savent même plus le diagnostic. On oublie qu'on est un pays africain et malheureusement, on n'y pense pas à ce genre de diagnostic. C'est pour ça qu'il faut être en alerte. Je vous donne un exemple. On a discuté avec le professeur Sanhaji sur la menace Marbourg et je peux vous dire que 90% de nos médecins ne connaissent pas le virus Marbourg parce que, ça ne nous touche pas généralement et deuxièmement, c'est une maladie tropicale assez obscure. Mais n'empêche, il faut être informé tout le temps et il faut être formé tout le temps. Il y a de nouvelles... Je vous donne encore un exemple. Depuis quelques années, il y a une installation du moustique tigre sur les côtes algériennes. Et ça, c'est nouveau en Algérie. Mais faut rappeler... Et ça se propage très vite. Oui, ça touche toute la côte algérienne. Le moustique tigre, c'est vrai qu'il a un rôle de nuisance. Ça donne des piqûres, ça donne de gros boutons. Mais le risque n'est pas là. Il y a des maladies qui sont véhiculées par ce genre de moustique, comme le West Nile, comme la dengue, comme la chikungunya. C'est des maladies qu'on connaît très peu. Donc il faudrait toujours sensibiliser, mais aussi former de manière continue nos médecins pour connaître ce
ce genre de menaces et pour réagir, comme on a fait pour la Covid, de réagir rapidement. Mais il faut former aussi sur les maladies transmissibles par l'animal à l'homme, docteur Elias Aramon, puisqu'on a vu le Covid, c'est un animal qui a contaminé les humains. Oui, l'Ebola. L'Ebola, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui a été véhiculée de l'animal vers l'homme, ça s'est adapté à l'homme. Il y a beaucoup de maladies comme ça. On a par exemple une grande histoire avec la brucellose, qui est une maladie véhiculée par l'animal vers l'homme. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une collaboration entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Il y a... Écoutez, toutes les menaces, la grippe aviaire, la grippe porcine, l'Ebola, la Covid-19, c'était des maladies transmises de l'animal vers l'homme. Donc il faudrait déjà, au lieu de réagir, il vaut mieux prévenir et déjà collaborer dès maintenant pour, à chaque fois qu'il y ait un danger, réagir immédiatement et avoir les moyens, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan infrastructurel et surtout sur le plan du savoir. Alors, au niveau bien sûr de ces régions frontalières, nous savons que les distances sont très très importantes Oui. et dans la santé, il faut agir et agir rapidement en cas de situation d'alerte quelconque, qu'elle soit pour les maladies transmissibles ou les maladies non transmissibles, comme par exemple les crises cardiaques. Est-ce qu'il faudrait installer des hôpitaux de référence au niveau de toutes ces régions ou avoir un hôpital régional par région et mettre en place les moyens illiportés pour transporter les malades? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut aller vers la modernité, docteur Elias Aramon. Alors, Faire comme cela se fait dans tous les pays du monde, qui sont grands et vastes. Oui, oui. Bon, moi, je vais donner mon avis personnel, mais il faudrait avoir une vraie réflexion, parce que mettre un hôpital chaque 100 km, c'est pas possible. Maintenant, il faut tenir compte des spécificités de l'Algérie, de ces régions. Et des distances. Et des distances. Il y a des sont très menaces importantes. qui existent dans des régions, qui n'existent pas dans d'autres régions, mais je pense qu'il faut vraiment améliorer. Et là, on est en retard, c'est dans le transfert médical. On a des hélicoptères, on a des petits avions. Je vous donne un exemple. Ingizem Tamanrasset, c'est la même wilaya, mais c'est 450 km. Et vu l'état de la route, on met à peu près 12 heures pour arriver à la ville de Tamanrasset. Par avion, c'est 1 heure. Donc s'il y a une urgence médicale, des brûlures extrêmes, une crise cardiaque, comme vous le dites, même d'autres urgences vitales, si on a un vrai transfert médical, on peut en 1 heure transférer le malade vers Tamanrasset. Et on peut, même ce qu'on fait maintenant, quand il y a un malade qui est vraiment grave, de le transférer vers une autre wilaya. Donc je pense qu'il faut améliorer les transferts médicaux, mais aussi, surtout au niveau des wilayas frontalières, et là j'insiste sur ça, parce qu'il faut penser à l'avenir avec l'ouverture économique, l'ouverture sociale, l'ouverture politique et surtout l'Algérie avec son rôle, reprendre le rôle de leader. Au niveau africain, au niveau subsaharien, il faut, au niveau de ces nouvelles wilayas, entre parenthèses, améliorer les conditions de prise en charge de nos patients. est-ce qu'il faudrait aussi des universités de formation dans les sciences médicales au niveau de ces régions, docteur Elias Aramon, pour prendre en charge les spécificités particulières de ces régions et mettre fin à cette unification de la politique sanitaire à travers tout le territoire national? Chaque région a ses spécificités. Il faut aller vers ça. Comme cela se fait dans certains pays, les États-Unis. Oui, c'est pas un problème, c'est pas une atteinte à l'unité nationale. Au contraire, on pense à notre pays, à sa grande superficie, et par rapport à la formation, on peut inclure telle pathologie ou telle pathologie dans telle région. Si demain on a une université, enfin une faculté de médecine à Adrar, on peut accentuer par exemple la formation sur certaines maladies plus que d'autres. Je vous donne un exemple, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, elle n'existe qu'au niveau de la côte algérienne, elle n'existe pas dans le sud. Il vaut mieux axer sur d'autres maladies qui peuvent venir du sud. Je pense que c'est plutôt de la bonne réflexion, d'adapter selon nos régions, selon nos besoins, que ce soit la formation ou la prise en charge. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces questions qui sont éminemment importantes. Le déploiement de nos médecins à travers tout le territoire national, c'est une question qui préoccupe les plus hautes autorités du pays, puisque nous sommes, malgré nous, devenus une pépinière de formation pour l'Occident, ce qui est malheureusement déplorable. Et on a besoin de garder nos médecins avec, bien sûr, les moyens déployés par l'État, de gros moyens pour soigner, bien sûr, nos concitoyens. Sinon, demain, on va devoir recourir à l'importation également des médecins, et ce qui pourrait être effectivement malheureux. Alors, je voudrais poser cette question, docteur Elias Aramon. Nous avons aujourd'hui des difficultés. Nous savons qu'il y a de l'autre côté de l'attractivité pour pouvoir un peu inciter au départ de nos médecins. Il faut agir vite, puisque vous avez aujourd'hui certains médecins qui vous disent: nous n'avons même pas un statut particulier propre à la corporation, ce qui n'existe nulle part
ailleurs. Ouais. Il faut commencer par ça, déjà. Il faut commencer Docteur par Elias, ça. Exact. certains revendiquent aujourd'hui un statut particulier au niveau de la fonction publique, une fonction publique spécifique au corps médical. Je suis absolument d'accord. De travailleurs de la santé, surtout avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, on a vu que... Heureusement qu'ils étaient là, nos médecins. Exactement. Nos médecins, nos infirmiers, Oui, tout le corps médical. tout le corps médical, on voit que c'est une aberration de ne pas avoir un statut particulier pour les travailleurs de la santé, chose qu'on voit dans tous les pays développés. L'attractivité maintenant, elle est impossible à défier, impossible de concurrencer d'autres pays qui vous donnent un statut particulier, une formation continue, des conditions de travail. Donc c'est vrai pour moi, à la base, c'est déjà d'avoir un statut particulier pour les travailleurs de la santé, c'est qui va un peu élever le niveau de vie, mais aussi élever le niveau de prise en charge. Parce que un médecin ou un infirmier qui a un statut social digne, il peut se donner à fond pour ses malades. Un médecin qui va penser au loyer, un médecin qui va penser comment acheter une voiture, un médecin qui va penser comment payer ses factures, il ne va pas se donner à fond pour ses malades parce qu'il va penser à autre chose. Son cerveau est perturbé par autre chose. Et je rappelle aussi qu'il faut je le rappelle encore une fois, il faut se mettre à niveau sur le plan savoir, et pour ça, il faut avoir déjà un statut particulier, un statut digne. Mais que doit comprendre justement ce statut particulier au niveau de la fonction publique? Considérer que c'est un métier spécifique, donc il a besoin d'un statut spécifique, docteur Elias Sahamou, d'autant que le déploiement au niveau du sud ou l'extrême sud du pays, c'est extrêmement pénible par rapport déjà aux conditions climatiques, qui sont très rudes. Oui, le droit à la santé du citoyen est très important. Et l'accès à la santé est constitutionnellement reconnu pour tous les Algériens de façon égale. Donc, il faut Qu'ils suivre soient au nord, ça. l'est ou l'ouest, Exactement. au sud. Il faut avoir la même qualité de soins partout en Algérie. Et pour suivre, il faut avoir un statut bien particulier, il faut donner les moyens. C'est malheureux maintenant, moi je vous donne, au niveau du sud du pays, il y a beaucoup de médecins qui renoncent à faire une spécialité pour travailler dans des sociétés nationales parce que, la prise en charge, le statut est meilleur. Ils abandonnent le métier. Exactement. La responsabilité est moindre, on fait moins d'études, ils préfèrent s'installer dans une société nationale dans le confort et avec un bon statut, au lieu de faire des études et avoir un statut moindre. Et c'est malheureux parce que normalement, plus la responsabilité augmente, plus le statut est meilleur, plus les études sont importantes, plus le statut est meilleur. Alors, autre question, est-ce que dans le cadre bien sûr de cette réflexion qui est engagée aujourd'hui, docteur Elias Sahamour pour le réaménagement bien sûr du service civil, qui, il faut dire, jusque-là n'a pas donné les résultats escomptés, il faut l'accompagner bien sûr de motivation, c'est votre déclaration à l'instant, docteur Elias Sahamour. Est-ce qu'il faudrait aussi revoir la carte sanitaire? Ah oui, immédiatement, parce que même la population a changé. Le nombre de la population Le nombre de la population a changé, même la superficie n'a pas changé, mais le déploiement de la population a changé. Avant, Tinzaouatine, par exemple, au niveau des frontières, il y avait 2000 personnes. Maintenant, c'est une agglomération de 40 000 personnes. Le mouvement de migration a changé. La carte sanitaire doit accompagner ce mouvement de population, même à l'intérieur du pays. On avait avant des petites villes qui maintenant sont devenues de grandes villes avec beaucoup de population. Je vous donne un exemple, la wilaya de Jijel, qui a que 3 hôpitaux qui datent des années 80 et qui, à chaque fois, la saison estivale, avec tous les touristes, ces 3 petits hôpitaux n'arrivent pas à assurer la prise en charge, que ce soit pour la population, que ce soit pour les touristes. Et là, il faut vraiment s'adapter et modifier la carte sanitaire pour qu'elle soit plus à jour. Alors, vous avez aussi cet exode des médecins, puisque l'alerte a été lancée il y a 2 ans pratiquement, en pleine crise sanitaire. Quelques 1200 médecins s'apprêtaient à quitter notre pays pour aller en France. Et c'était bien sûr docteur Lies Merabet, le président du syndicat national des praticiens de la santé publique, qui avait lancé l'alerte. Alors, cet exode aujourd'hui nous fait perdre des promotions entières de jeunes médecins, docteur Elias Sahamou, puisque nous formons l'équivalent de 500 par an. Alors, de 5000 à peu près. C'est des 5 000 promotions. ou 500? Oui, 5000. Donc c'est des promotions entières en matière de nombre et en matière de qualité. Des médecins algériens ont prouvé... 14 ans pour les spécialistes de formation. Exact. Oui.
Payé bien sûr gratuitement par l'État, c'est-à-dire on perd à tout point de vue. On perd un produit fini, des médecins de qualité qui ont prouvé, surtout dans les dernières années, surtout au niveau des pays du Golfe, qui étaient au début un peu réticents à prendre des médecins algériens, mais maintenant ils voient qu'on a de médecins de très haute qualité. Et maintenant ça recrute à foison au niveau des pays du Golfe. Ils ont en plus le permis de séjour de 4 ans immédiatement délivré dès leur atterrissage. Oui, 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 et même en France où le niveau est assez élevé, les médecins algériens, on parle de 14 000 médecins algériens en France, actuellement. Et Sans parler de ceux qui ont rejoint récemment. voilà, chaque année, on perd entre 1000 et maintenant ça va augmenter parce que il faut rappeler que même dans ces pays développés, ils ont des déserts médicaux. Ils ont des zones où il n'y a pas beaucoup de médecins et le recrut des médecins étrangers pour combler ces déserts médicaux. Et la formation coûte très cher des médecins en France. C'est quasiment inaccessible alors qu'ils prennent un médecin qui est déjà formé, qui a un bon niveau. Pour eux, c'est tout bénef. Mais pour l'Algérie, c'est une grosse perte et je le dis surtout au niveau de l'intérieur du pays, au niveau du sud, parce que là, on a vraiment des véritables déserts médicaux. Au niveau des grandes villes, il y a quand même des CHU, il y a des centres publics, il y a des centres privés, mais à l'intérieur du pays, on est en train de perdre des médecins qui vont directement à l'étranger. Alors, est-ce que les mécanismes que nous mettons en place aujourd'hui, c'est-à-dire donner plus de visibilité, plus de transparence, mettre en place, bien sûr, les infrastructures adaptées, avec la réalisation, bien sûr, d'un hôpital de référence aux normes internationales, avec des partenaires algériens et étrangers, c'est-à-dire les Qataris, les Allemands pour la gestion et l'Algérie également, ça va rehausser le niveau de la santé? C'est une question de l'auditeur, Dr Elias Sahamouk. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, prendre en charge des cas très difficiles que d'habitude sont pris en charge à l'étranger, mais aussi au niveau de la formation. Quand on accompagne... Parce que les Algériens partent aussi à l'étranger pour se soigner, il faut le dire. Exactement. Ils partent en Turquie. Et maintenant, quand on est en contact avec des médecins étrangers, on a quand même un transfert, comme on a un transfert de technologie, là on a un transfert de savoir. Et quand on côtoie des médecins qui viennent de grandes puissances, on a des acquis, on a de nouvelles connaissances. Ça c'est très important sur le plan du patient, mais aussi sur le plan du médecin. Donc c'est tout bénef d'avoir des coopérations avec des pays à l'étranger pour avoir des centres de référence de la prise en charge de cas très difficiles. Alors il faut agir rapidement. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, en cas de déficit en nombre de spécialistes, allons-nous recourir à la compétence étrangère qui coûte beaucoup de devis? Si la réponse est oui, il répond à votre place, docteur Elias Ahamour, cela aggravera la situation avec un sentiment de deux poids de mesure. Pour moi, il y a des métiers qui doivent être très très rémunérés et dès maintenant pour garder bien sûr nos compétences dans tous les domaines. On parle de la santé et c'est valable aussi pour les autres secteurs, comme par exemple l'informatique qui partent aussi annuellement, nos ingénieurs. Nos ingénieurs informatiques qui partent au Canada, partent aux États-Unis, les polytechniciens aussi. Les polytechniciens parce que leur diplôme est très valorisé et on connaît le produit de la formation algérienne. C'est malheureux de perdre déjà un produit fini avec une formation qui est gratuite, des médecins de qualité, pas que des médecins, même des informaticiens, des ingénieurs de qualité, pour recourir à des compétences étrangères. C'est comme sur le plan économique. Nous, en Algérie, on était un grand pays producteur de blé et exportateur de blé, et on devient un pays importateur de blé. C'est bête. Donc maintenant, il faudrait protéger nos compétences et les encourager à rester à tout prix. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, au niveau de ces régions, il faut tenir compte un peu des contraintes climatiques pour assurer cette motivation impérative pour pouvoir installer nos médecins à travers tout le territoire national. Docteur Elias Ahamour, c'est le sud aussi d'autres localités, par exemple au niveau des hauts plateaux, c'est le même principe. Alors, pourquoi je vais en Arabie Saoudite où il fait encore plus chaud, les conditions climatiques sont plus dures? Pourquoi? Parce que la prise en charge est meilleure. Parce que les conditions socio-économiques sont meilleures. Donc, il faut appliquer la même chose. Quand on voit dans d'autres sociétés nationales où des médecins travaillent dans des bases de vie, dans des conditions difficiles, mais qui ont le transport qui est gratuit, la prise en charge qui est gratuite, qui ont un bon salaire, il faut appliquer la même chose. Le médecin algérien peut travailler n'importe où. On a des médecins qui travaillent à Ingzem, à Tinzaouatine, qui font la tour des... Les médecins, c'est des humanistes par excellence. Ben, on est obligé, qui font le tour des nomades. Travaillement en situation de guerre. Et c'est notre travail de voir les
les personnes nomades, les personnes qui vivent dans des conditions climatiques très difficiles. Il faut juste accompagner les médecins et les encourager pour continuer leur travail. Alors, vous avez certains commentaires aussi des auditeurs qui vous disent, malheureusement, dans ces localités, on a les infrastructures, mais on n'a pas le personnel Oui. pour prendre en charge les médecins. C'est le cas actuellement, docteur Elias Arhamou. C'est le cas parce que Pour les centres anti-cancer parce que aussi, qui posent énormément de problèmes. oui, un bachelier, il doit être encouragé à faire médecine, à faire infirmier. Là, il n'est pas encouragé. Il va penser à d'autres métiers plus rémunérateurs. Et je vous ai dit, même des médecins généralistes, ils ne pensent pas à passer la spécialité, mais plutôt travailler dans des sociétés nationales pour être mieux rémunérés. Donc, il faut surtout encourager les compétences humaines parce que c'est eux la locomotive de la santé. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « La France nous forme des footballeurs et en contrepartie, elle nous prend nos médecins, nos ingénieurs et toutes nos compétences. C'est ce qui est malheureux aujourd'hui. Il faut trouver les moyens attractifs pour garder nos compétences dans notre pays parce qu'on en a besoin et on les forme annuellement à coût de milliards. » Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, bien sûr, les spécificités de certaines localités, de certaines régions, est-ce qu'elles nécessitent aussi d'adapter, c'est-à-dire la prise en charge en fonction de ces spécificités, puisqu'on a parlé par exemple du paludisme qui apparaît au niveau de cette région, mais est-ce qu'il pourrait être, c'est-à-dire transmissible au niveau d'autres localités si on n'arrive pas à le contenir? Absolument, absolument, il faut tenir compte. C'est des maladies contagieuses par excellence. C'est l'histoire de la médecine, hein. Ça bouge, les maladies, ça bouge. Je vous donne un exemple, il y a une dizaine d'années, les cas de paludisme venaient surtout du sud du Niger, du sud du Mali. Là, ça commence à monter au niveau de ces pays-là. Ça vient du nord du Niger, du nord du Mali. Donc, il faut toujours s'attendre à un changement écologique et un changement au niveau des maladies. Il faut s'adapter. L'Algérie, pendant la période coloniale, était un pays de paludisme. C'est pour ça que dans le sud, quand on parle de quina, on parle de comprimé. On dit comprimé, c'est le quina, ça vient de quinine. Grâce aux efforts de l'État algérien, on a pu éliminer cette maladie. Donc il faut continuer les efforts et surtout s'adapter parce que ce genre de maladie, on ne va jamais les éliminer complètement. La Covid, par exemple, alhamdoulilah, on en finit avec la pandémie, mais il y a toujours le virus qui va se développer. Il faut toujours faire avec. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aussi, aujourd'hui on parle de maladies transmissibles, non transmissibles, l'émergence de certaines nouvelles pandémies qui pourraient survenir à l'avenir, même l'OMS alerte sur ce phénomène. Il faut s'adapter en conséquence, docteur Elias Arhamou, même sur le plan aussi de la prise en charge médicale, puisqu'on parle aujourd'hui de médicaments innovants qui vont être importés pour le besoin et les soins des Algériens. Oui, parce qu'on l'a dit, le président il a dit, on ne lésine pas sur la santé des Algériens. Et on l'a vu pendant la pandémie Covid. Il faut rappeler qu'au début de la pandémie... C'est les avions qu'on a importés de médicaments et de vaccins. Au niveau des moyens de protection, les bavettes, le gel hydroalcoolique, il y a eu une production nationale accrue. Il y a eu un seul laboratoire... On a recouru aussi à l'importation. Oui, il y a eu un seul laboratoire PCR au début. On est arrivé à plus de 180. On a eu une adaptation vraiment exceptionnelle à cette pandémie. Mais là... il faudrait maintenant prévoir. Il faut toujours être prêt à toute menace microbiologique parce que ce ne sera pas la dernière pandémie malheureusement. La prévention, c'est important au niveau de ces localités, docteur Elias Arhamou, puisque nous avons vu qu'il y a aussi des contaminations au sida. Bah, ça continue. D'information. Ça continue, c'est toujours... et ça touche des jeunes. C'est toujours une maladie méconnue, c'est toujours une maladie taboue, malheureusement, et on a toujours Elle n'est plus aussi taboue. Pas comme les années 90, mais en Europe, on a dépassé le VIH, on a dépassé ce stade. Le VIH est devenu une maladie chronique. En Algérie, il y a toujours des personnes qui ne savent pas que c'est une maladie chronique, qu'on peut se marier, qu'on peut avoir des enfants, à condition d'être bien suivi, que le traitement est disponible, qui est gratuit. Donc, je pense qu'on prêche un peu au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'information de ce genre de maladie. Alors, comment faire barrage à l'exode de nos médecins, docteur Elias Arhamou? Qu'est-ce qu'il est lieu de faire? Agir et agir rapidement, puisque vous avez vu, vous parlez de la promulgation du dernier décret publié par la France pour bien sûr le recrutement des médecins spécialistes dans plusieurs spécialités. Ça a été promulgué, je pense, le 19 avril, c'est il y a quelques jours à peine. Exact. 5-6 jours. Il faut contre-attaquer. Vous l'avez publié sur votre page pour alerter. Pour continuer à alerter, il faut contre-attaquer tout de suite. Améliorer les conditions de travail en premier, améliorer le statut social des travailleurs de la santé. Ça, ce qui est urgent. Voilà.
Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également, docteur Elias Hamour, qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place comme infrastructure sanitaire au niveau de ces régions pour prendre en charge toutes les pathologies spécifiques à ces localités? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut aussi renforcer le diagnostic Ah oui, ça et les prélèvements? c'est à la fois une excellente question et une excellente réponse. Le plus important, c'est pas l'infrastructure, c'est le diagnostic. Il faut avoir de bons laboratoires avec Les laboratoires de référence. des laboratoires de référence pour des Pasteur avec ses pathologies, démembrements. exactement, avec des annexes partout et adaptés selon la région, de bons techniciens, de bons médecins. Le plus important dans ce genre de maladie, c'est le diagnostic. Alors, la question de l'auditeur qui vous dit par rapport bien sûr à la pandémie du Covid, c'est des localités qui n'ont pas été fortement contaminées. Exact. Est-ce qu'il faut maintenir le même niveau de diagnostic au niveau de ces régions pour éviter bien sûr la réapparition de certaines maladies? Oui, parce qu'on n'a pas... Vous avez parlé, bien sûr, on peut avoir la malaria, on peut paludisme et d'autres... On n'a pas beaucoup été touché par le Covid parce que c'est surtout une question de distance. promiscuité, voilà, de distance. C'est pas Alger, c'est pas Oran, c'est pas Constantine. Oui, On mais a les plus gens de d'Alger distance. vont vers Tamanrasset. Oui, il y a un risque de contamination. Il n'y a pas eu de forte de risque de propagation, mais avec le manque d'eau, avec la migration, que ce soit clandestine ou légale, il y a d'autres risques sanitaires. C'est pour ça que j'ai dit il faut adapter pour chaque région ces risques sanitaires et ces dangers sanitaires. Alors, sans vouloir stigmatiser bien sûr les migrants, par rapport à la question des migrants, est-ce qu'il faut un dispositif particulier au niveau de ces localités, docteur Elias Hamour? Un dispositif particulier, non, parce qu'il ne faut pas stigmatiser, comme vous l'avez dit, mais il faut toujours Des prélèvements. Il faut toujours être informé. Vaccination de cette population. Voilà, il faut que celui qui entre en Algérie ait un statut vaccinal comme les Algériens pour se protéger lui-même et pour protéger les Algériens. Et il faut être toujours informé des dangers qui circulent parce qu'il y a toujours des petites épidémies par-ci par-là. Il faut toujours être informé et prêt à agir. Alors, on ne stigmatise pas, mais ça reste aussi de la migration clandestine. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect. Est-ce qu'il faut, par rapport à cette question de migration, essayer de mettre en place des barrages pour que cela n'atteigne pas d'autres localités, éviter que d'autres localités ne soient contaminées par certaines maladies? Rapidement sur la question. Il faut avoir des sentinelles, il faut être toujours prévoyant. Voilà. Docteur Elias Hamour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à à bientôt. Au revoir.